Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc on va commencer. Déjà merci à l'Institut de m'avoir invité pour présenter mes travaux de thèse et merci aussi donc à la Fondation Optimind qui m'a donné la mention spéciale du jury pour le prix des sciences du risque cette année et c'est donc dans ce cadre que je vais vous présenter ma thèse. Euh, je vais vous présenter donc ma thèse qui s'intitule de contribution des données de l'assurance à l'étude des risques naturels en France. Donc c'est une thèse que j'ai effectuée sous la direction de deux personnes que je pense que vous connaissez tous très bien, donc Olivier Lopez et Maud Thomas. Donc effectivement, je me présente, je suis Antoine Héranval et je suis maintenant coordinateur des enseignements à l'NSAE et donc j'interagis peut-être avec cette casquette avec certains d'entre vous. Euh, donc, euh, Pour rentrer dans le vif du sujet de ma thèse, c'était une thèse CIF qui a été effectuée à la Mission Risque Naturel, donc un groupement technique de France Assureurs. Et donc le but de cette thèse, c'était vraiment d'utiliser les données très très riches du secteur de l'assurance pour permettre de mieux comprendre les risques climatiques et en particulier d'apporter de la connaissance pour faire de la prévention des risques naturels et pour essayer d'adoucir un peu l'augmentation qu'on voit ces dernières années et de mieux maîtriser le coût. Donc, on va essayer d'utiliser des méthodes d'apprentissage statistique dans un contexte actuariel et d'analyse de données textuelles et pour pouvoir vraiment permettre d'essayer d'apporter de cette connaissance. Mais vu que c'est une thèse chiffre, on a aussi ce besoin de contraintes industrielles. Donc, on essayait que chaque contribution qu'on faisait réponde à des contraintes industrielles tout en apportant de la connaissance et en contribuant à la recherche. Euh, la présentation va être assez classique. En fait, je vais décrire chacune des principales contributions de ma thèse qui se parlent entre elles. Elles sont toutes interconnectées, mais on peut les séparer vraiment en trois parties. Donc, une première partie où on va essayer d'analyser la sinistralité à l'échelle fine du bâti. Donc, c'est une partie qui est peut-être un peu moins classique et je vais peut-être un peu insister là-dessus parce qu'il y a vraiment une grosse partie analyse de données qui est importante. Et il y a vraiment une partie, c'est d'apporter de la connaissance pour améliorer la prévention que je trouve vraiment très pertinente. Et ensuite, il y a deux parties qui vont peut-être être plus classiques en actuariat. Donc, on va essayer d'estimer le coût d'un épisode de sécheresse. Donc là, c'est des travaux qu'on a publiés et qui, à partir des méthodes d'apprentissage statistique, on essaie d'estimer le coût avec un contexte de données déséquilibré. Et ensuite, la dernière partie, on va essayer d'estimer le coût des inondations. Et donc là, on va introduire un peu une méthode de tarification qui va se baser sur plusieurs travaux de recherche. Et on va essayer donc, à partir de ça, de donner un coût pour un événement d'inondation rapidement après son occurrence. Je vais commencer déjà par introduire un petit peu le sujet, même si je pense pouvoir aller un peu plus vite maintenant parce que je pense que les risques naturels, vous connaissez, vous êtes un peu au courant des principaux chiffres. Effectivement, cette slide d'introduction, par exemple, typiquement, je vais peut-être pouvoir aller plus rapidement. L'idée, c'est quand même de dire que les risques naturels, donc, il faudra peut-être que je la mette à jour d'ailleurs. Les risques naturels coûtent cher depuis assez longtemps. On a quand même une moyenne assez importante de 2 milliards d'euros sur les 20 dernières années, 1990-2009 et après qui a augmenté. Donc on passe à 2,8 milliards d'euros et après on arrive à 3,8 milliards d'euros sur les 3 dernières années de l'étude qui a été faite par la Fédération. Donc on a vraiment une grosse charge de sinistres chaque année quand même. Mais ce qui est particulièrement important, c'est la présence d'événements extrêmes. Donc là en particulier des tempêtes sur ce graphique, mais on a vraiment en fait certaines grosses tempêtes qui vont peser pour énormément dans la charge. C'est pas marqué non plus sur le graphique, mais on peut voir aussi les inondations. Donc, par exemple, on peut penser aux inondations de Seine-Loire en 2016 et qui ont coûté près de 1,5 milliard d'euros, ou les sécheresses des dernières années qui coûtent aussi très cher. Donc, on a vraiment des événements extrêmes qui vont peser très très lourd dans la charge. Et donc, si on s'intéresse à ces événements extrêmes, on va pouvoir, d'une certaine façon, contrôler une grande partie du coût. Donc, c'était un peu le but, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup d'événements naturels qui coûtent très cher et on a aussi beaucoup d'événements extrêmes qui vont coûter encore plus cher. Les assureurs ont un peu pour mission enfin, dans le cadre de leur activité et de leur place centrale, en fait, ils ont un peu une mission de contrôler ce coût. Et pour ça, en fait, ils ont créé la mission risque naturel en 2000. Donc, en fait, c'est vraiment une émanation des assureurs, donc en particulier de France Assureurs, qui a pour but la connaissance et la prévention des risques naturels. En fait, déjà, peut-être, enfin, c'est peut-être plaçant un peu de pub, mais tous ceux qui travaillent dans les sociétés d'assurance ou qui travaillent dans les sociétés qui sont adhérentes de France Assureur, en fait, vous avez de fait accès à toutes les informations de la mission Assurance Naturelle, qui va faire vraiment des études très
large et très poussé sur tous ces risques-là. Et vous pouvez vous connecter et demander un compte à l'espace professionnel. En fait, si vous avez une adresse d'une compagnie d'assurance, vous l'être accepté. Et vous allez pouvoir accéder vraiment à toutes ces études qui vont apporter de la connaissance sur la prévention. Et donc, ça peut être très large sur l'exposition à l'échelle de l'adresse, par exemple, à des études plus larges qui se basent sur des bases de données qui sont vraiment alimentées par tous ou les principaux acteurs du secteur de l'assurance. Donc, cette société, elle est administrée par les sociétés qui le représentent au conseil d'administration. Et donc, on retrouve les principales grosses sociétés avec quand même, il faut peut-être le préciser parce que ça va être le cas pour toute la thèse, un gros accès sur les dommages aux biens. Donc, je vais vraiment me concentrer pas trop sur, enfin, je vais pas du tout parler d'agricole ni d'automo, mais vraiment que le dommage aux biens et en particulier l'assurance habitation. C'est historiquement un petit peu plus le cas. Donc, et en particulier, les données qu'on a, c'est des données d'assurance habitation. Comme je disais, elle a vraiment une place centrale qui lui a permis de constituer des bases de données très riches. Donc là, je présentais que les bases de données que j'ai utilisées dans ma thèse, forcément, mais il y a d'autres choses qui existent. Il y a vraiment ce côté centralisateur qui est mis en avant. Donc la première base de données, en fait, c'est la base de données événements pour étudier les inondations et pour étudier le risque naturel en général, mais les inondations. Historiquement, c'est important de regrouper en événements. Donc pour ça, en fait, il y a vraiment un gros travail qui est fait pour définir des événements cohérents. Donc ils vont être définis par une date de début, une date de fin et un ensemble de communes impactées. Donc c'est ça la définition de l'événement qu'on va prendre. Et donc il y a un gros travail d'agrégation pour définir des événements cohérents. Et en fait, pour ça, on se base sur les arrêtés CatNat. Je vais définir un tout petit peu plus tard exactement ce que c'est les arrêtés CatNat, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Mais c'est ce qui va permettre de nous définir le périmètre des communes qui ont été impactées. Et donc là, par exemple, pour la base de données d'inondation, on a regroupé 140 000 arrêtés CatNat en 4300 événements distants. Donc ça, on va pouvoir les utiliser après pour, par exemple, faire une base d'apprentissage pour estimer le coût. Donc ce qui est important de noter vraiment, c'est que c'est une base qui est très, très exhaustive, avec 99% des communes qui sont touchées et de taille importante, parce qu'on a 225 000 lignes. Et donc, en fait, par contre, et c'est le cas souvent, je pense, dans les bases de données d'assurance connaissez, c'est qu'on a beaucoup d'événements de grande ampleur. Enfin, on a peu d'événements de grande ampleur qui pèsent pour énormément de la charge. En fait, elle est très déséquilibrée, cette base. Et on a les 10 événements de plus grande ampleur qui représentent 35% de la base. Et si on descend aux 100%, 100 événements de plus grande ampleur, je crois qu'on est arrivé à 80%. Donc, on a vraiment une grosse concentration d'événements extrêmes. Et on a aussi beaucoup de petits événements qui vont être intéressants aussi à étudier. Donc ensuite, l'autre base de données très utile qu'on a utilisée, c'est la base de données SILEC des sinistres climatiques. Donc là, l'idée, ça va être en fait de lier cette base de données des événements naturels qu'on vient de voir aux sinistres rapportés par les sociétés d'assurance pour créer une base de données où pour chaque événement, on a les sinistres associés à l'échelle de la commune. Donc en fait, on va récolter les sinistres des 12 plus grandes compagnies d'assurance qui nous font à peu près 70% du marché, ce qui est très bien. On va avoir le coût qui va être actualisé selon l'indice de la Fédération française du bâtiment pour prendre en compte l'inflation. Et avec ça, on va avoir une base de données qui va nous renseigner pour chaque sinistre, la date de survenance, les segments de risque, la localisation, le coût, et on va lier ça en fait aux événements. Donc, on va avoir un événement, pour chaque événement, on va avoir les sinistres avec des informations très 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 précises qu'on utilise soit à l'échelle sinistre, soit à l'échelle communale. Et donc ça va être vraiment très très riche et ce qui va servir de base à toute notre étude. Donc en fait, à partir de ça, nous on a essayé de reproduire un peu ce schéma de sinistre. Donc là, c'est les sinistres vraiment rapportés au sens des sinistres que vous fournissez aux entreprises de réassurance. Donc c'est vraiment une ligne, un sinistre. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se baser un peu sur ce principe-là, d'essayer de centraliser les données pour faire une étude, pour faire un peu un bureau d'études, mais à l'échelle plus fine du bâtiment. En fait, on passe à l'échelle, euh, pour chaque sinistre, on essaie d'étudier comment se répartit la charge. Donc pour ça, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment le même principe que la base de données SILEC, mais qu'on a appelé base de données SILEX, donc pour les sinistres expertisés. Donc en fait, c'était d'utiliser les données d'expertise d'assurance, qui sont très très riches. Donc je pense pas que je présente, mais je pense que vous connaissez à peu près tous le principe d'un expertise d'assurance, c'est celui qui va venir constater les dommages, faire le chiffrage et qui va permettre de dire comment se répartit les dommages après un sinistre en fonction de certains corps d'état qui sont à déterminer. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était prendre ces bases de données d'expertise existantes, appliquer des méthodes de classification textuelle pour alimenter notre base. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de données qui étaient
compris que dans les rapports PDF. Donc, on a aussi utilisé ça pour constituer une base. Donc ça, par contre, ce travaux-là, je vais pas les présenter aujourd'hui, mais c'est quelque chose que on pourra discuter, où vous pouvez trouver dans mon manuscrit, et où on utilise en fait les rapports expertises PDF pour ramener d'autres informations qui sont super intéressantes. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la base de données des données expertise. Donc, on va chercher dans les systèmes d'information des sociétés d'expertise. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier de nous avoir mis à disposition des données. Bah, des informations sur comment se répartit la charge sinistre. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on avait, on avait des lignes de texte. Donc, là, ce que je vous mets, c'est vraiment des exemples de textes qu'on a eus. On avait des lignes de texte associées à un coût. Et en fait, nous, on essayait de classifier ces lignes de texte en fonction de certaines composantes que nous, on a prédéterminées, qui vont ensuite nous permettre de faire des analyses en fonction de ces grandes composantes du bâti. Donc, c'est important de noter que les lignes de texte, on n'est pas vraiment dans le traitement de langage automatique, parce qu'on n'est pas vraiment sur du texte parlé, mais on a quand même un peu un mélange de tout, et on n'est pas non plus complètement sur des mots-clés. Et il faut aussi noter vraiment le vocabulaire spécifique propre à l'expertise, où on a vraiment quelque chose de particulier qui est assez, ouais, très spécifique. Donc, enfin, ça m'a avancé, mais par rapport à des modèles généraux, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique qui est propre à ce milieu-là. Et donc, il y a vraiment un travail d'apprentissage propre à ce métier. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire correspondre ces lignes de texte-là à des composantes du bâti. Donc, là, vous voyez les 15 composantes principales du bâti. Donc, pour déterminer ces composantes du bâti, on ne l'a pas fait tout seul dans le coin. On a fait un groupe de travail où ont participé plusieurs réseaux d'expertise et plusieurs membres des sociétés d'assurance travaillant dans ces problématiques-là. On s'est aussi basé sur l'expertise d'un des conseillers de la mission risque naturel. Et donc, on a pu, à partir de ça, créer ces 15 composantes principales et 60 composantes secondaires qui sont cohérentes et qui nous permettent d'étudier la sinistralité. Donc, le but, c'est vraiment de faire correspondre la ligne de texte à une des composantes. Donc, pour ça, en fait, on a utilisé des réseaux de neurones avec une couche de contextualisation. En fait, peut-être que je précise maintenant quand même que cette étude, elle a été faite en 2019-2020 principalement. Et donc, c'était un peu avant l'explosion des modèles de type BERT ou ChatGPT, etc. Et donc, en fait, d'une certaine façon, aujourd'hui, elle est déjà un petit peu datée et elle serait peut-être pas tant d'actualité aujourd'hui parce qu'on utiliserait plutôt d'autres modèles. Mais elle permet quand même enfin, je pense que les conclusions ne changeraient pas spécialement parce qu'on a quand même eu des bons résultats et qu'on a quand même une base de données d'apprentissage qui est utilisable, qui est vraiment utile et qui reste pertinente. Mais effectivement, les méthodes utilisées de réseau de neurones seraient peut-être pas celles qui seraient privilégiées si on refaisait l'étude en 2023. Mais vu que c'est un secteur qui allait très 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 vite et quand on l'a fait, c'était pertinent d'utiliser ces méthodes-là. Donc on a utilisé effectivement deux réseaux de neurones, donc les réseaux de neurones de convolution et les réseaux de neurones récurrents. Donc je vais peut-être pas rentrer spécifiquement dans le détail non plus ici de comment marchent les réseaux de neurones, mais l'idée en fait des réseaux de neurones de convolution, ça va être d'aller chercher des informations importantes pour notre problème de prédiction dans la phrase. Donc ça peut être particulièrement pertinent dans notre cas parce qu'on va avoir des mots-clés, comme je l'ai bien dit, qu'on a vraiment cette structure de mots qui vont plus poser dans le problème de prédiction que d'autres. Et les réseaux récurrents, donc en particulier LSTM, eux, ils vont avoir vraiment une structure plus temporelle qui va être intéressante pour étudier des données qui se suivent. Donc en fait, là, l'idée, ça va être de se dire qu'on va pouvoir apprendre du passé pour prédire le futur. Donc par exemple, si un mot a une importance pour prédire le mot d'après, ce réseau de neurones va peut-être pouvoir capter ça. Donc ça c'est particulièrement intéressant dans le langage parlé, parce qu'on a vraiment une structure dans ce sens-là. Mais dans notre cas, peut-être un peu moins, parce que comme on l'a vu, c'était plus des mots-clés que des phrases en entier. Donc l'étape la plus importante pour nous dans cette étude, c'était vraiment l'embedding, donc en fait la contextualisation en français. En fait, l'idée, c'est que la première couche du réseau de neurones elle va permettre de faire passer les mots en vecteurs, mais sauf que c'est des vecteurs qui sont appris et adaptés au problème de prédiction. En fait, c'est initié aléatoirement par des poids et après, l'apprentissage et la descente du gradient va permettre de regrouper les mots. En fait, deux mots proches vont avoir des vecteurs assez proches dans l'espace. Et en plus, on peut du coup visualiser graphiquement
ces vecteurs. Et là, par exemple, on va voir que le mot couverture, il est à côté spécialement du mot zinguerie et des mots toiture. Ça, c'est particulièrement intéressant pour plusieurs choses, parce que déjà, il y a vraiment un côté apprentissage sur le corpus. Donc, on apprend sur notre corpus très spécifique de termes, des mots qui sont proches. Donc, les distances, elles sont vraiment liées à ça et c'est très pertinent et très utile. Ensuite, il y a aussi toute une partie, j'ai pas présenté, mais on a fait d'autres travaux avant avec d'autres méthodes de texte, notamment des matrices avec des termes frequency, etc., qui sont bien et qui étaient utiles. Et après, on peut faire des modèles de machine learning là-dessus. Sauf que le problème de ces choses-là, en fait, c'est qu'il faut absolument nettoyer son corpus de texte pour arriver à quelque chose où chaque mot est unique. Donc, en fait, il faut même parfois enlever les racines, prendre que la racine des mots. Donc, il y a vraiment un énorme travail de pré-processing. Alors que là, avec cette couche de réseau de neurones, il y a toujours un travail de pré-processing pour nettoyer les données, c'est obligatoire, mais on peut se permettre un peu plus de flexibilité parce que vu que le réseau va apprendre deux mots qui ont une orthographe un peu différente, qui ont le même sens, vont être à côté dans l'espace. Donc, on a besoin de nettoyer un petit peu, mais un petit peu moins. Et ça, on l'a pu vérifier et ça nous a vraiment aidé et on trouvait que ouais, cette couche de premier apprentissage a été assez pertinente. Donc, on a analysé ça, et là, c'est un peu la principale limite de cette étude, mais c'est qu'on a analysé ça que pour deux réseaux d'expertise. On n'a pas réussi à avoir tout le marché, ou en tout cas, on est bien loin des 70%, mais on était plus dans une phase de démonstration que d'industrialisation, dans tous les cas. Donc, on a fait ça pour deux réseaux, de 2014 à 2019, pour la grêle et la tempête. Donc, dans mon stage avant, j'avais aussi fait pour la sécheresse. Et donc, l'avantage, c'est ce que je disais, c'est quand même, on a une base d'apprentissage qui est réutilisable. Et là, donc, depuis que je suis parti, ils ont reçu des nouvelles données et ils ont pu réutiliser la même base d'apprentissage. Donc ça prouve quand même que tout ce travail qui est fait en amont, donc avec l'expertise métier pour classifier les données, est quelque chose de réutilisable et de respectable. Les modèles sont adaptés à nos données et on arrive à une bonne précision de 0,75. Sachant qu'on a plusieurs classes, hein. C'est pas genre binaire, donc on arrive à un truc moyen de 0,75 qui est plutôt pas mal pour notre problème. Donc ensuite, les résultats, en fait, c'est que pour chaque composante, les résultats intéressants, c'est que pour chaque composante, on va avoir en fait le coût moyen et la contribution à la charge totale. Par exemple, si là, comment on lit ce graphique, si on se base sur la tempête, on va voir que dans la tempête, sur la base de données de sinistre qu'on a étudiée, il y a 37% de la charge qui est sur la charpente de couverture. Et on a un coût moyen de 4 400 € à 4 800 €. On a 12% qui est sur les embellissements et 27% sur les autres ouvrages extérieurs. En fait, on va pouvoir, pour chaque composante qu'on a prédéterminée, dire combien ça correspond à la charge et quel est le coût moyen. Et donc, en fait, ça, c'est super utile pour permettre de un peu rationaliser les mesures de prévention à l'échelle d'un bâtiment, par exemple. En fait, là, si jamais on veut réduire le coût des tempêtes, eh ben, on voit avec ce graphique qu'il faut se concentrer sur la charpente de couverture, l'embellissement et les autres ouvrages extérieurs. Si on fait ça, on va déjà avoir une grande majorité de la charge. Et que c'est peut-être pas la peine de se concentrer sur le mobilier qui n'a pas une grande charge tempête. Après, on retrouve quand même sur des résultats qui étaient connus, hein. On imaginait bien que en tempête, ce serait plus les autres ouvrages extérieurs que les mobiliers qui allaient être impactés. Mais là, on peut vraiment rationaliser cette étude et mettre des chiffres derrière. Donc, on a pu faire ça aussi sur la grêle. Et pareil, on va retrouver que c'est principalement les charpentes de couverture, c'est à peu près les mêmes composantes, sauf que là, c'est la menuiserie. Donc aussi, les volets sont très impactés pour la grêle. Donc on va vraiment pouvoir avoir ces composantes du bâtiment, dire comment elles sont impactées et quelle est la contribution à la charge et quel est le coût. Donc on peut vraiment discuter après là-dessus et préconiser des mesures de prévention. Et une idée, c'est un peu et ça c'est quelque chose qui est encore en développement à la mission naturelle, c'est d'essayer de développer un peu un, un diagnostic de résilience des bâtiments qui permettrait en fait de dire le bâtiment il est résilient parce que on a traité telle cause. En fait, on sait qu'on va avoir potentiellement des dommages sur les embellissements liés à la grêle et on a pris telle ou telle mesure. Et on peut aussi après aussi un peu objectiver au niveau des constructeurs. Par exemple, on pourrait dire que si on calcule le coût d'une mesure de prévention sur la charpente de couverture, on pourrait, en fonction de notre étude, dire la mesure de prévention, elle coûte 1 000 €. On sait que le coût moyen de charpente de couverture, il est de 4 000 € par sinistre. Donc, cette mesure, elle est plutôt utile parce qu'elle va être inférieure. Donc, ça pourrait être aussi des incitatifs à faire des mesures de prévention utiles. Et donc, il y a vraiment plein de pistes possibles qui seraient à explorer.
Mais il faudrait, et c'est vraiment la principale limite, je retrouve là-dessus, il faudrait pouvoir prendre, avoir une étude plus grande avec plus de données. Et c'est un peu ce qui nous manquait en fait, c'est que là on a travaillé avec deux réseaux d'expertise. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse travailler avec plus de réseaux d'expertise et aussi peut-être faire des réflexions sur la forme des données, où là on a quand même une énorme analyse qui a été faite pour ressortir des choses sur les données. Alors que peut-être qu'en se mettant d'accord sur des composantes et en normalisant un petit peu tout ce processus, on pourrait arriver à des analyses plus rapides et on pourrait faire quelque chose de plus normalisé, centralisé. Ce serait plus facile de centraliser si jamais il y avait une structure un peu plus homogène dans les rapports et les expertises. Et ça permettrait donc d'industrialiser un peu ce processus pour pouvoir vraiment être sûr de nos conclusions. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc la deuxième partie, on s'est concentré là aussi sur l'estimation du coût d'un épisode de sécheresse. Euh, donc je vais peut-être juste présenter quand même le régime CatNat rapidement pour bien se fixer les idées et parce que ça va être très très important dans le processus de modélisation pour la sécheresse. Donc c'est un partenariat public-privé qui a une extension de garantie avec la CCR, donc ça je pense que vous connaissez. Ça couvre des risques divers, donc les inondations, la sécheresse, les cyclones. Et ce qui est très important, en fait, et c'est vraiment ça qui va être le plus important dans notre étude, c'est que pour recevoir une indemnisation dans le cadre de la sécheresse, donc je rappelle vraiment que c'est un régime très réglementé où les assureurs ont finalement pas tant de là-dessus que ça, c'est surtout tout déterminé par l'État. Pour recevoir une indemnisation, il faut qu'il y ait une reconnaissance en état de catastrophe naturelle qui est publiée au journal officiel. Donc là, on voit le processus tel qu'il est décrit par le ministère. Donc là, c'est vraiment tout le processus de reconnaissance. Et nous, ce qui nous intéresse spécialement, c'est cette partie-là de la commission interministérielle qui va dire s'il y a un avis de la commission favorable ou défavorable, qui permet de dire si la commune elle va être reconnue ou pas. Ça, c'est particulièrement important parce que si la commune elle n'est pas reconnue, il n'y aura pas d'indemnisation dans le cas du régime 4. Donc en fait, toute la modélisation, in fine, revient un peu à dire est-ce que la commune est reconnue ou pas. Et le sinistre, en fait, est important, mais il y a vraiment tout ce processus-là qui va gérer, qui va rentrer en compte et qui va être important à prendre en compte. Donc, cette commission, elle se base pas sur rien, elle se base sur des données météorologiques et sur des données géologiques qui viennent du BRGM. Donc, la sécheresse, donc effectivement, je vais peut-être définir, c'est lié au retrait-gonflement des argiles. Donc, on ne parle pas de sécheresse agricole, on parle vraiment que de la sécheresse liée au retrait-gonflement des argiles sur les bâtiments, qui vont avoir des impacts en faisant des fissures notamment, et qui vont avoir des impacts très importants parce que souvent les méthodes de réparation vont être très très longues. Donc, c'est responsable d'environ 30%. Historiquement, c'était plutôt deuxième, mais là, sur les 3-4 dernières années, avec 2022 notamment, on a eu, ça risque, enfin, je crois que c'est pas loin d'être le premier risque. Donc, on est vraiment sur une augmentation de ce risque-là avec une prise d'importance énorme. Les montants en jeu sont très importants, que ce soit sur les montants cumulés, donc avec 14 milliards sur la période 89-2019, mais si on rajoute, bon là c'est trop tôt, mais si on rajoute 2022, et 2020, on va encore plus augmenter. On a une exposition très importante du territoire et on a des sinistres à l'échelle individuelle qui sont très chers. Où vraiment, ça va coûter bah, très cher de reprendre les dommages. On a donc des reconnaissances de capital qui sont un peu problématiques d'une certaine façon parce qu'on a 50% des demandes qui ne vont pas être acceptées. Donc on a vraiment ce côté de si on n'est pas reconnu, encore une fois, on n'est pas indemnisé. Donc ce problème de reconnaissance à gérer et dans la modélisation, c'est très très dur. Donc pour les assureurs, il y a vraiment un besoin d'essayer d'anticiper ce coût pour le provisionnement et pour voir si jamais l'année sera très sèche ou pas, est-ce qu'il y aura beaucoup de dommages. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'estimer donc en plusieurs étapes le coût. Dans une première partie, on va essayer de déterminer si la commune elle va être sinistrée. Donc, en fait, là, on a pris vraiment des modèles de machine learning. On a fait apprendre sur notre base de sinistrés riches et on essaie de dire est-ce que la commune elle est sinistrée, c'est un 0 ou un 1. Et ensuite, en fonction de ça, on va calculer le coût du sinistre en faisant une régression linéaire sur notre nombre de temps. Donc là, je vais me concentrer dans cette présentation que sur l'étape 1, mais on peut retrouver l'étape 2 et 3 dans l'article associé ou dans le manuscrit. Mais l'idée, c'est vraiment juste, enfin, c'est l'étape vraiment principale de dire est-ce qu'il y a un sinistre, et après, en fonction de ça et de la formation d'exposition, on va pouvoir déterminer un coût.
Donc, il y a des travaux académiques récents qui traitent de ce problème. C'est un problème assez récent aussi en recherche, donc avec une étude de la CCR, avec Geoffrey Ecoto, et une étude aussi d'Arthur Charpentier. Donc, souvent sur des trucs assez similaires, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les modèles utilisés n'étaient pas exactement les mêmes, et les données utilisées non plus. Donc, c'était assez intéressant de comparer avec ça. Donc, bah, on utilise notre base de données SILEC, encore une fois. Donc, on a une base de données très déséquilibrée, puisque heureusement, à l'échelle quand même de la France entière, il y a plus de 0 que de 1. Il y a peu de communes qui ont des sinistres, ce qui reste quand même assez rassurant. Et on utilise un historique assez large, de 2003 à 2018. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs variables qui vont... donc, la première contrainte, en fait, c'est qu'elles sont disponibles rapidement après l'événement, parce que si elles ne sont pas disponibles rapidement après l'événement, ça ne sert à rien de faire de la prévision, autant attendre que les arrêtés tombent. Parce qu'effectivement, j'ai pas dit ça, mais un des problèmes pour le régime 4 c'est aussi qu'il y a un gros délai avant la reconnaissance. Là, c'est plus rapide les dernières années et avec la réforme, ça va aller mieux. Mais avant, on était sur près d'un an et demi, donc c'est assez long pour attendre, que ce soit pour le sinistré que pour l'assureur. Donc, on utilise l'indicateur de Bergen qui présente l'exposition au retrait conforme de Jarville et un indice météorologique, donc le SSWI, qui est utilisé par la commission. En fait, il y a plusieurs indices. Là, nous, on utilise on a utilisé l'indice qui était commercialisé par Météo France, qui est pas exactement le même que l'indice qui est utilisé par la Commission, qui présente d'autres hypothèses de modélisation, qui, depuis 2020, est open source. Donc, en plus, qu'on a fait l'étude, il n'était pas forcément open source non plus. Mais on utilise donc l'article payant qui se base, mais ils sont assez similaires, hein. C'est juste, il y a certaines hypothèses sur le sol qui vont pas être exactement pareilles. Donc, on va avoir beaucoup de variables parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de variables liées au SWI parce que c'est très, très riche comme information et on se met à l'échelle de l'année. Et donc là, on a des données mensuelles. Et donc, on va avoir 154 variables et aussi énormément d'observations. Donc ensuite, vu que je vois que le temps tourne. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est, je vais peut-être passer rapidement sur cette partie qui va être plus classique pour vous, je pense. Donc en fait, la partie de classification, là, on est face à un problème de classification binaire. On essaie de prédire un 0 ou un 1. Sachant que 1, c'est le sinistre, 0, c'est pas de sinistre. Donc, on a beaucoup plus de 0 que de 1. On a toutes nos variables là-dedans et on va utiliser en fait trois modèles assez classiques que vous connaissez, je pense. Donc, le GLM dans sa forme pénalisée, le Random Forest et l'XGBoost. Donc, ouais, je vais peut-être un petit peu accélérer pour la partie GLM. Je pense que je vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus. Donc, le Random Forest, pareil non plus, et sur l'XGBoost aussi. Et donc, en fait, ce qui est important aussi quand même dans cette étude-là, c'est vu qu'on est face à des données équilibrées, il y a quand même toute une partie de la difficulté d'évaluer comment le modèle se comporte. D'ailleurs, il y a une coquille ici, parce que c'est la même formule, alors que c'est pas censé être la même, mais bon, je changerai. Donc, en fait, on a des données déséquilibrées. Donc, pour utiliser des données équilibrées, c'est pas pareil de prédire un 0 et un 1. En fait, vu qu'on a beaucoup de zéros, un modèle naïf qui dirait tout le temps 0, il aurait une bonne précision qui serait autour de 0,9, parce qu'en fait, enfin, même 0,94, parce qu'on a on a 0,94, 0. Donc, en fait, un modèle qui est tout le temps 0, il a quand même une très, très bonne précision, alors qu'il a prédit 0,1 et qu'il apporte finalement aucune information. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est le F1 score et la courbe PRC, qui vont en fait se baser sur la précision et le rappel. Donc, la précision, c'est ce qui va permettre de dire donc c'est le nombre de 1 prédit, et c'est là qu'il y a une faute sur le nombre de 1 total prédit. Donc en fait, c'est quel est le nombre de vrais 1 sur le nombre de... Enfin non, si la formule elle est bonne. Donc c'est quel est le nombre de vrais 1 sur le nombre de 1 prédit plus total. Et le rappel, c'est quel est le nombre de vrais 1 sur le nombre total de 1. Donc ça permet de dire sur tous les sinistres combien j'en ai correctement prédit. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est prédire les sinistres. Donc, on va utiliser le F1 score, qui est aussi classique dans ces mesures-là, et la courbe percée. Donc, la courbe percée, elle va nous permettre de faire la performance globale du modèle en fonction du seuil de discrimination, à partir du moment où on considère que c'est un 1 ou un 0. Et le F1 score va nous donner la moyenne pour chaque seuil. Donc là, on peut voir les courbes pour chaque modèle. On voit qu'on a des modèles qui sont pas exceptionnels, mais non plus pas si mauvais. GLMNet est moins bon que les deux autres. Et l'agrégation, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça permet un peu de lisser les discontinuités au début. Donc, ce qui est plutôt assez bien. Donc, ensuite, on peut regarder les arbres sur la courbe. Donc, si on prend l'estimateur classique du ROC, on arrive à des bonnes arbres sur la courbe. Si on regarde le PRC, en fait, on voit qu'on est moins bien. On a des scores allant de 0,5 à 0,6.
Et ensuite, en fait, on a fait varier donc le seuil de discrimination. Donc, en fait, c'est le seuil à partir du moment où on considère que c'est un 0 ou un 1. Et ben, on a fait varier ça pour trouver le F1 score. Donc, on a essayé de maximiser le F1 score grâce à ce seuil-là. Et en fait, on voit effectivement que nos seuils sont plutôt près de 0,3. Donc là, c'est 0,6 pour l'agrégation et 0,9, 0,29 pour le XGBoost. En fait, ce seuil, c'est ce qui nous permet de dire si le modèle il dit qu'il y a 0,2% de chance que ce soit un, bah alors on considère que c'est un 1. Et donc, on voit que les meilleurs modèles sont XGBoost Aggregate, ce qui est assez logique, et que GMNet est un petit peu moins bien. Donc là, le modèle peut-être un peu plus boîte noire peut donner des bons résultats. Donc ensuite, on a aussi regardé un peu les contributions de chaque variable pour essayer vraiment de comprendre, parce que bah, Random Forest et XGBoost peuvent avoir un peu ce côté boîte noire, que je disais, où on ne comprend pas exactement d'où vient la prédiction. Donc on a pu regarder un petit peu plus en détail nos variables, quelles sont celles qui contribuent le plus. Donc là, on peut voir le top 10 des variables. Donc c'est principalement des variables météo pour Random Forest, alors qu'en fait, XGBoost et Random Forest vont prendre, eux, d'autres informations sur le passé, en particulier des informations sur le nombre de déclarations en catastrophe naturelle. Ensuite, ils prennent aussi des informations sur la susceptibilité au retrogorgement des argiles. Et il y a aussi des variables météo. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui va jouer dans la prédiction et à quel point. Et donc, c'était assez... Enfin, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Random Forest et XGBoost sont des résultats assez similaires, vu qu'ils prennent des données un peu plus similaires aussi. Donc, à partir de ça, en appliquant les étapes 2 et 3, on peut arriver à un coup. Donc, en fait, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé la base de 2018 en base de généralisation. Donc, on a fait tous nos apprentissages sur les bases de train test. Donc, on avait 80% en train et 20% en test. C'est ce qui nous a permis de faire ce que j'ai présenté, les indicateurs que j'ai présentés avant. Mais on avait aussi gardé 2018 pour pouvoir juger de la pertinence du modèle global pour la prédiction. En fait, on a testé sur 2018 notre méthode pour euh, dire le coup. Et donc là, on arrivait à des résultats qui étaient assez cohérents avec les estimations qui étaient faites à l'époque par la profession. Je n'ai pas revérifié depuis, mais parce que j'ai plus vraiment les données, mais on arrivait à des choses assez cohérentes parmi les précisions. Donc en fait, même si à l'échelle de la commune, on avait des précisions euh, qui étaient peut-être pas très très bonnes, à l'échelle globale, on arrivait à une assez bonne précision de nos prédictions. Donc bah il y a certaines limites comme à cette étude. Donc on a des résultats qui sont pas trop mauvais à l'échelle communale, mais qui non plus pas super bien. Il y a aussi vraiment une difficulté qui provient des arrêtés catastrophes naturelles. On pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu aussi, donc notamment la nature des sols, vraiment des modèles plus locaux qui permettraient de ramener d'autres informations. Et ensuite, bah, on pense qu'il pourrait peut-être avoir des structures de dépendance entre les communes, ou peut-être que ça pourrait être spatial, ou peut-être aussi dans les arrêtés CATNAT, en fait, c'est une piste là, que j'essaie de regarder, de voir est-ce que, il y a des effets, en fait, est-ce que les communes entre elles, il y a des effets qui jouent pour dire est-ce qu'une commune va être plus susceptible de demander ou pas. Parce que comme on a vu, tout est dicté par le processus CatNat. Donc si jamais une commune demande pas, elle sera pas reconnue. Donc elle sera pas indemnisée, donc elle apparaîtra pas dans la base. Donc on se demandait est-ce qu'il y avait un peu des effets pour dire quelles sont les communes qui vont demander ou pas. Et puis après, bah ouais, toutes les informations plus fines, donc que ce soit géologique ou météorologique, qui pourraient donner plus de facteurs explicatifs. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à la dernière partie sur le coût des inondations. Donc là, c'était dans le cadre d'une mission d'appui à France Assurance. En fait, c'est pour dimensionner un peu leur réponse à la gestion de crise. Donc l'idée et les réflexions, c'était comment rapidement après un événement, on peut dire si il va coûter très très cher ou pas. Donc bah, ce qu'on essaie de faire, c'était donc de développer une méthode qui permet ça, mais en se concentrant bah, sur les événements extrêmes. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les événements de grande ampleur. Donc il y avait quand même plusieurs contraintes. Notamment, il fallait que ce soit un modèle assez explicable, parce que l'idée reste de faire quelque chose où on comprend comment on arrive à ce coup. Et donc bah là, pour ça, naturellement, les arbres de régression apparaissaient comme une bonne méthode, parce que c'est quelque chose bah, de largement accepté dans le secteur de la science. Et donc nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était vraiment créer des classes d'événements qui avaient des comportements similaires, mais en se basant sur les valeurs extrêmes. Donc, bah, pour ça, je vais peut-être pareil passer assez rapidement sur la présentation des arbres de régression.
je pense que vous connaissez, mais l'idée, ça va être de faire en fait des classes selon une certaine variable z à prédire et en fonction d'une cible qu'on veut. Donc, on peut changer la fonction de perte qui va dépendre de la quantité qu'on cherche à estimer. Et là, nous, dans le cas, ce qu'on cherchait à faire, c'était prédire le coût. Donc, évidemment, on se base sur certaines variables explicatives pour faire ça, pour dire qu'est-ce qui va permettre de discriminer le plus. Donc, pour décrire très rapidement, là, si on se base, en fait, ça c'est fait par des règles de partition de l'espace. Donc là, si jamais on veut classifier par rapport à la couleur, ce qu'on va faire, c'est faire des règles en fonction de la couleur pour arriver à des classes homogènes en termes de couleur. Donc à la fin, on va avoir une fonction de régression qui va nous permettre de donner le coût. Et en fait, on peut aller à l'arbre maximale. La fonction de régression, elle va être naïve. En fait, c'est la valeur de la feuille, des observations de la feuille. Et sauf qu'il y a une étape d'élagage, en fait, où on va faire un arbre maximal qu'après on va élaguer pour trouver le meilleur arbre. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué ça à la théorie des valeurs extrêmes. Donc déjà, je vais peut-être introduire la théorie des valeurs extrêmes, mais je pense très très rapidement. Et ceux qui sont intéressés, je vous invite plutôt à regarder le webinaire de Maud qui expliquera bien mieux que moi tout ça. Mais l'idée, c'est en fait que là, en fait, sous certaines conditions, la loi des excès, elle va converger vers une loi de Pareto généralisée. C'est vraiment ça le résultat principal que nous, on utilise dans notre cas. Et je vais faire un petit peu vite là-dessus, mais ouais, vous pouvez regarder ce webinaire si vous voulez plus d'informations. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est chercher quelque chose de la forme de cette génération loi de Pareto généralisée qui va dépendre de deux paramètres, gamma et sigma. Et le paramètre le plus intéressant, c'est le paramètre gamma, qui est le paramètre de forme, qui permet vraiment de décrire toute la loi et qui vraiment va permettre de décrire l'épaisseur de la queue. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a appliqué ça pour que dans chaque feuille, on maximise la log vraisemblance. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on ait dans chaque feuille les classes les plus homogènes en termes de distribution extrême. Donc, les classes qui ont les meilleurs gamma et sigma. En fait, c'était ça. On adapte notre objectif de prédiction pour que dans chaque classe, on ait les meilleurs gamma et sigma, donc on ait les meilleures distributions extrêmes qui collent à nos données. Donc, on peut prouver certains résultats théoriques, mais pareil, je vais peut-être aller assez rapidement là-dessus. Je vois que le temps passe. Mais on peut prouver certains résultats théoriques, en particulier avec toute la consistance de cette méthode, qu'en fait, l'arbre qu'on a, c'est pas exactement l'arbre qu'on cherche, parce qu'on est sur des trucs limites. Donc, en fait, ce que nous, on voudrait, c'est les paramètres idéaux de la loi, donc les sigma 0 et gamma 0. Mais on peut prouver, selon certaines conditions, en fait, que l'arbre que nous, on va avoir, il va être assez proche avec un facteur Kn en racine de Kn de notre arbre. Et pareil, on peut trouver en fait qu'il y a un biais de modélisation lié au fait que c'est pas exactement une GPD, mais on peut aussi contrôler ces paramètres. Et pareil, on peut aussi prouver la consistance de la partie d'élagage de l'arbre. On a vraiment des résultats théoriques qui sont adaptés à cette méthode qui nous permettent de dire que c'est une méthode relativement robuste statistiquement. Donc là, on passe à la partie peut-être application qui nous intéresse plus, où l'idée, donc on a utilisé des variables météorologiques, des variables, des covariables pour prédire le coût d'un sinistre. Donc je suis passé très très vite, mais je peux revenir quand même dessus. Par contre, dans toute cette méthode de peak over threshold, il y a une grosse partie, et c'est important, il y a un seuil. En fait, on définit un seuil statistique à partir duquel on définit les événements extrêmes. Et la convergence vers la loi de GPD, elle marche qu'à partir de ce seuil-là. Donc il faut dépasser ce seuil-là pour qu'on puisse utiliser cette convergence. Donc, c'est un seuil vraiment qu'il faut voir comme un seuil statistique lié à la base de données, hein. Pas du tout comme un seuil métier, mais vraiment un seuil statistique lié à la base de données qui était ici pris à 100 000 euros. Donc, on va utiliser ce seuil-là, on va utiliser que les événements au-dessus de ce seuil et on va faire notre arbre de régression Pareto généralisé avec plusieurs covariables. On va utiliser la région météorologique. Ensuite, on va utiliser le nombre d'hydroécorégions. Donc, ça, c'est quelque chose qui se base sur des travaux du CHAPI. Et ensuite, on va utiliser en fait le nombre de logements et le nombre de professionnels en zone de risque inondation, avec en fait vraiment un gros travail que là je passe un peu sous le tapis, mais qui est super intéressant de déterminer quelles sont les zones de risque inondation. C'est vraiment une grosse partie importante de notre étude où en fait on a travaillé, et je n'étais pas du tout seul, c'était avec d'autres personnes de la MAN, à faire des zones d'inondation qui se basent sur les zones existantes, donc que ce soit les EIP, les TRI, mais aussi, parce qu'on m'a fait remarquer en étudiant la sinistralité, que tout le ruissellement n'est pas pris en compte, donc aussi en fait tout le ruissellement. Et donc là, il y a eu un travail qui a été fait surtout par un collègue en fait, qui était de déterminer les zones les plus susceptibles au ruissellement en travaillant sur la topologie de la France. Donc il y a vraiment eu un gros travail pour arriver à ces deux variables-là, qui sont après très importantes dans notre étude.
Donc, on arrive à la structure d'arbre que j'ai dit. En fait, dans chaque feuille, on va avoir nos deux paramètres, gamma et sigma, en fonction de certaines covariables. En fait, les covariables qui tombent le plus, c'est les nombres de logements en zone de risque d'inondation. Donc, ce qui est d'un côté bien, vu que c'est une grosse partie de notre travail. Et donc, en fait, en fonction de certaines variables de ces variables, on va arriver dans telle ou telle classe. On a une discrimination en 6 classes avec des éléments qui pèsent plus lourd que d'autres. Certains consentent beaucoup, certains consentent moins, mais ceux qui consentent moins sont des événements avec des valeurs plus extrêmes. Donc le gamma, quand il est supérieur à 1, en fait, il n'y a pas d'espérance. On est sur une espérance infinie. Donc un gamma de 0,92, déjà, c'est assez important. Et un sigma de 154 aussi. Donc là, on avait une classe assez extrême. Et pareil, celle-là aussi. Donc on a vraiment cette discrimination avec plusieurs classes. Sauf qu'en fait, pour chaque classe, on va avoir une distribution, ce qui est très très utile. On peut analyser plein de choses sur cette classe. On peut regarder les quantiles, on peut regarder les végétaristes, on peut regarder plein de choses, mais il n'y avait pas peut-être ce petit truc qui manquait pour le praticien, qui était de dire c'est quoi le coût de l'événement. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la théorie de la crédibilité bayésienne à l'échelle de la commune pour justement déterminer un coût en fonction de ces classes-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la théorie de la crédibilité en se basant à l'échelle de la commune, pour, en fonction de ces classes-là, donner le coût. En fait, on va donner le coût en fonction des coûts passés. Et ça nous permet aussi de prendre en compte, du coup, toute l'historique de données très très riche qu'on avait dans la base de données SILEC. Donc c'était vraiment un bon ajout d'utiliser cette méthode-là. Donc en fait, il faut supposer quelque chose, enfin dans notre étude, on suppose quelque chose. En fait, si on suppose que la commune dépend que le profil de risque, en fait, c'est une gamma de deux paramètres. Et en fait, on peut remarquer que la loi de GPD, ça peut être vu comme un mélange d'exponentielle et de gamma. Là, je vous mets pas le calcul, mais vous pouvez le trouver dans le manuscrit ou dans les articles. Et en fait, on arrive assez rapidement et assez naturellement à que, en fait, avec les GP, donc les sinistres suivent une loi de Pareto généralisée dont on connaît les paramètres grâce à la carte. En fait, avec ces hypothèses, on peut déterminer que le prior, l'a priori bayésien, en fait, il va être déterminé complètement par les paramètres de la loi de GPD. En fait, vu que la gamma, on peut connaître les paramètres, ils vont pas correspondre aux paramètres de la GPD. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir connaître notre prior. Et ensuite, en déroulant la crédibilité bayésienne, ce qui est super, c'est qu'on arrive vraiment à une formule analytique de la prime. Donc, on peut dérouler vraiment toute la formule et enfin, toute la théorie, et on arrive à cette formule-là qui nous dit quelle est la prime de crédibilité bayésienne. Donc, c'est ça qui est super intéressant. En fait, on a donc la somme de YIJK sur N. Ça, en fait, c'est l'historique des coûts à la commune. Donc ça, c'est la somme de tous les coups passés sur les événements passés. Donc comme une I dans un événement de type J, donc ça c'est notre feuille. Et K, c'est le nombre d'événements. Donc si on a 4 événements passés dans cette commune pour cet événement de type J, on a 4. Ensuite N, donc N ça correspond à la profondeur de l'historique. Sur PI, sigma J, gamma J, 1 moins gamma J, moins 1. Donc tout ça, c'est les paramètres qui dépendent de la Pareto. En fait, on a, en fonction de l'expérience collective et l'expérience individuelle, un coût et qui prend aussi en compte vraiment tout l'historique du passé. Donc ça, c'était super intéressant et super pertinent parce qu'on arrive vraiment à avoir tout ça. Donc on a le coût fixe et on a aussi l'expérience passée qui est prise en compte à l'échelle communale et l'expérience collective aussi. Donc on obtient des résultats assez intéressants sur cette méthode. En fait, on l'a comparé à une autre méthode plus classique, sévérité-fréquence, et on arrivait à des bons résultats. En fait, la principale incertitude, et c'est ce que j'ai peut-être un peu caché dans l'étude, mais finalement, c'est un truc le plus important, c'est la question qu'on va se poser, quel va être le périmètre qui va toucher le jour J. En fait, là, tout ça, ça dépend d'une liste de communes. Donc, la liste de communes, comme je vous ai dit au début, on se base sur les arrêtés CatNat pour déterminer notre base d'apprentissage. Mais le jour J, forcément, il n'y a pas les arrêtés CatNat. Donc, il y a quand même une énorme incertitude sur les périmètres touchés le jour J, et c'est aussi des travaux durs. Et en fait, enfin, c'est un des avantages et un des inconvénients de la méthode. En fait, la méthode, elle apporte aucune solution, mais c'est parce qu'elle ne veut pas apporter de solution à ce problème-là, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui était. En fait, la MRN a beaucoup d'expertise, et donc c'était quelque chose qu'il fallait qu'il reste dépendant de l'expertise métier de ces gens à la MRN. Donc, on n'a pas du tout cherché à apporter la réponse là-dessus. Mais par contre, en fait, c'est ce qui va contraindre le plus notre coût. Qu'on peut en fait un peu dire ce qu'on veut, mais in fine, c'est ça qui va être le facteur le plus important. Et ensuite, vous avez peut-être remarqué aussi, mais en fait, on n'a pas d'informations sur les aléas. Donc, en fait, là, tous les événements sont pas équivalents parce que l'ampleur de l'événement va être différente, mais il n'y a pas d'informations sur l'aléa météorologique.
on n'utilise pas de données météo. Et donc, il n'y a pas d'informations sur l'aléa, c'est une des principales limites aussi, parce que bah, forcément, quand on prend des événements de type ce qui s'était passé à la Vésubie en 2000, la tempête Alex, là, bah, il y avait quand même aussi une intensité météorologique énorme. Et donc là, ça, c'est dur à prendre en compte. Et là, on ne le prend pas complètement en compte dans la méthode. C'est quelque chose qu'on aurait, enfin, c'est une grande piste d'amélioration. Et donc, pareil, il y a un article en cours de finalisation, et j'ai fait aussi mon mémoire d'études là-dessus, en fait, où on peut raconter l'histoire un peu différemment et dire qu'en fait, c'est tout ce qu'on a présenté là, c'est une méthode de tarification pour des risques émergents. Parce qu'en fait, on prend en compte plusieurs aspects de la tarification qui sont importants pour des risques émergents extrêmes. C'est la nature extrême du risque, qu'avec le fait qu'on se donne une administration de Pareto généralisée. Et le bayésien va nous permettre aussi de prendre en compte le manque de données. Parce que si jamais on n'a pas de données, on a quand même des expériences, on a quand même des informations sur l'échelle collective. Si jamais on a plein de données, bah, ça va plus toute l'expérience individuelle qui va parler. Donc, il y a vraiment ce côté bayésien qui est super intéressant pour prendre en compte le manque de données, et ce côté extrême qui est super important pour prendre en compte des risques qui vont avoir des conséquences extrêmes. Donc, on a fait une application aussi au risque cyber sur la base PRC pour essayer d'illustrer cette méthode. Donc, bah, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, bah, effectivement, face à l'augmentation du coût, il y a quand même un intérêt pour les assureurs à essayer de s'investir pour maintenir le haut niveau de couverture. Et donc, pour ça, la réduction du coût, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, nous, on essaie d'un peu, enfin, mais vraiment, bien sûr, apporter de la connaissance là-dessus pour essayer bah, justement d'améliorer la prévention, d'améliorer la connaissance et en connaissant mieux, bah, on pourra peut-être faire d'autres méthodes. Sur le plan académique, ce qui était vraiment intéressant, c'est ce travail sur les arbres de régression et d'utiliser d'autres fonctions de perte et d'amener des résultats théoriques aussi sur la fonction de perte avec les GPD, qui était bien. Et puis la crédibilité, c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait, on considérait aussi le coût de la commune en fonction d'un profil extrême de risque. Donc en fait, et là, je le mets peut-être pas en avant, mais en fait, le coût, on a à l'échelle de commune à chaque fois, en fonction d'un profil de risque. Donc on a vraiment cette tarification communale se basant sur toutes ces informations qui est super pertinente. Et donc, oui, effectivement, bah, des applications, je pense qu'ils vont être très utiles pour tout ce qui est risque émergent avec peu de données et pour tout ce qui est risque avec de la nature extrême. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais regarder dans le chat du coup les réponses. Les questions, il doit rester un petit peu de temps pour répondre. Donc bah, merci. Et bah, merci ouais, aussi, enfin, bien sûr, j'en profite quand même toujours pour remercier bah, mes directeurs de thèse et l'entreprise qui m'a accueilli parce que bah, là je présente tout ça, mais ils ont tous participé à ces travaux et donc bah, merci à eux. Alors, donc je voyais l'intervalle de confiance sur les coûts moyens. Ah oui, je pense que c'est sur les coûts d'expertise. En fait, là, on prend nos données, on a fait des bootstraps pour essayer de faire des intervalles de confiance un petit peu pour déterminer. Donc, c'est vraiment juste des intervalles bootstrap à 95%. Mais encore une fois, on n'avait pas beaucoup de données, donc ces résultats, en fait, enfin, je les présente et c'est super intéressant et je continuerai de les présenter. Mais il y a vraiment un côté moi, je pense enfin, il gagnerait à être augmenté par d'autres données et ce serait vraiment intéressant. Ensuite, il y avait une question sur avez-vous étudié le type de sol et la proximité d'arbres autour des habitations? Non, mais c'est quelque chose ouais, qui serait très pertinent. Je pense dans les autres informations, effectivement, tout ce qui est données satellites, toutes ces nouvelles données-là, elles pourraient être utiles. Et je sais qu'il y avait des réseaux d'expertise qui avaient travaillé là-dessus, mais j'ai pas les conclusions forcément de leur étude. Mais enfin, ouais. Donc, je sais que d'autres gens, enfin, y ont pensé et ont peut-être fait des études là-dessus. Nous, on l'a pas fait du tout parce qu'on restait vraiment dans la logique de dire on va utiliser, enfin, c'est encore des missions pour les assureurs, donc on va utiliser des données que les assureurs peuvent avoir facilement, des données météo, et on va essayer de prédire ça sur notre base de données. Donc, il y a vraiment une volonté d'utiliser notre base de données riche pour faire ces modèles-là et de voir qu'en fait, bah, du fait des reconnaissances CatNat et de la complexité du risque, c'était pas évident. Mais je pense aussi que c'est une bonne piste, le type de sol et la proximité d'arbres. Alors, les travaux prioritaires à la MRN, bah, il y a une autre thèse CIFRE, ce que je disais sur le diagnostic de résilience des bâtiments. Donc ça, je pense que c'est une suite, c'est une suite un peu de mes travaux. Il y a aussi toute la partie d'expertise qu'ils continuent à faire. Donc moi, je suis plus du tout là-bas, donc je suis un peu plus éloigné. Mais je sais qu'ils continuent à travailler quand même sur les données d'expertise. Et dans tous les cas, ils continuent à faire des missions bah, pour les assureurs et à travailler sur cette estimation du coup. Euh, il y a une question sur le logiciel. J'ai tout fait sur R. Donc, il y a une question sur le logiciel utilisé pour la modélisation et les estimations. Donc, tout ce qui est modélisation et estimation, c'est tout le temps sur R.
Et les codes sont publics d'ailleurs pour la partie sécheresse associée à l'article. Pour la partie inondation, ils le seront aussi. Et pour tout ce qui est analyse de texte, par contre, enfin, c'était un mélange de R et Python. Vu que j'étais plus allé sur R, je faisais toutes les analyses de pré-traitement de texte sur R. Mais par contre, pour tout ce qui est réseau de neurones, Python est quand même, enfin, était plus adapté. Donc c'était un R et Python. Euh, ouais. Et ensuite, il y a une question sur, effectivement, donc la partie N-balance, on a proposé de nouvelles métriques, oui, mais ça n'implique pas que les algorithmes fonctionnent mieux. C'est oui, complètement vrai. En fait, et après, donc, la question demande si on a fait un traitement sur les algorithmes ou sur les données. Et non, on n'a pas fait de traitement. On a essayé, en fait, j'ai essayé un petit peu des traitements du type SMOT, mais ça n'avait pas donné un résultat super concluant. Et ça rajoutait beaucoup parce qu'en fait, et ça perdait encore plus en interprétation, on trouvait. Et ça modifiait vraiment cette base de données. Donc, on n'a pas tant modifié ça. Mais c'est une des pistes aussi, oui, de faire de l'augmentation pour augmenter les sinistres et d'avoir plus de 1 qui nous permettrait de plus les prédire. Mais ouais, c'est une des pistes, mais les tests que j'avais faits n'étaient pas super concluants au début. Donc on s'était pas tant attardé que ça, mais on aurait pu adapter les algorithmes. Ouais. C'est vraiment une piste aussi d'amélioration. Mais en fait, quand on a eu la conclusion, c'était un peu... en fait, et avec les autres études qu'on voyait justement de Charpentier et des Coteaux, qu'on voyait qu'en fait, ils arrivaient à peu près au même résultat que nous, on se disait... enfin, il y a toujours des améliorations possibles, hein, je dis pas du tout que c'est parfait, mais que peut-être que c'était pas tant là-dessus qu'il fallait jouer. Qu'en fait, si on était tous un peu près similaires, c'est peut-être que le problème en fait était dans tous les cas compliqué et qu'on pouvait pas rêver à des résultats. On peut toujours améliorer la précision, mais peut-être pas peut-être il y a il y a peut-être un seuil qu'on peut pas améliorer parce que le problème est compliqué et que c'est très dur de prédire à l'échelle locale sans se mettre à l'échelle locale. En fait, on l'a peut-être plus vu un peu plus comme ça la conclusion, c'est-à-dire on peut peut-être améliorer les données, oui. On peut peut-être améliorer les algorithmes. On peut peut-être faire du traitement algorithmique pour améliorer tout ça. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste le problème qui est à une échelle très locale avec plein d'interactions différentes et que faut peut-être essayer de jouer plus là-dessus et essayer de comprendre comment marche tout ce processus pour ramener d'autres informations. Voire quitte à faire de la modélisation beaucoup plus locale avec d'autres données, par exemple notamment ce qu'on disait au-dessus, du sol ou des arbres, quoi. J'espère que ça répond bien. Pas d'autres questions. Si vous en avez, vous pouvez y aller, mais sinon. Ah oui, donc là, il y a une question. Si on devait adapter ce modèle à une autre région ou continent, quels paramètres faudrait prendre en compte particulièrement? Euh, bah, je pense que les données météo sont utiles, mais il faut voir quelles sont les données météo des autres pays. Et après, en fait, pour l'adaptation, je sais pas. Enfin, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est ce que je disais. En fait, là, on est sur un truc vraiment franco-français dicté par le régime CatNat. Et donc, en fait, les variables météo qui sont utilisées, elles sont aussi utilisées parce que, en fait, c'est celles qui sont utilisées par la commission interministérielle pour donner les arrêtés CatNat. Donc, il y a un peu un côté, enfin, dans toutes les modélisations que je fais, je trouve, il y a vraiment, on est dicté, que je fais, qu'on fait en France sur la modélisation de risque naturel, on est à chaque fois dicté finalement par la commission. Si la commission, elle change ses critères, je pense que toutes nos variables de météo vont être plus ou moins pertinentes. Et donc, tout va changer. Donc, pour adapter à d'autres régions du continent, enfin, je serais intéressé de voir justement, est-ce que ça marche pareil avec les mêmes données en France ou dans un autre pays? Et j'ai pas de réponse d'ailleurs, mais je serais très intéressé de savoir ça. Je- mon intuition, ce serait plutôt que là, on est sur un truc qui marche vraiment bien en France, parce qu'en fait, on essaie de prédire un peu par proxy ce qui se passe dans la commission, mais que si on change ça, peut-être que ça marcherait moins bien. Donc si on va dans un pays où l'indemnisation se base peut-être moins là-dessus, peut-être que ça changerait. Mais sinon, ouais, classiquement, enfin, ça a quand même du sens de prendre des données météo et des données géologiques pour prédire la sécheresse. Voilà, pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur la dernière partie peut-être.
Ouais, merci. Et bah, merci beaucoup, du coup. Et bah, merci pour l'Institut encore de m'avoir invité pour cette présentation, c'était très sympathique. Et pour la formation, bah, pour cette mention spéciale aussi. Et donc, bah, merci à tous. Et au revoir.